Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Sonda Alexa. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous des informations relatives aux monnaies numériques communément appelées crypto-monnaies. Nous allons voir de façon succincte qu'est-ce que c'est qu'une crypto-monnaie, l'historique d'une crypto-monnaie. Nous allons voir également les caractéristiques d'une crypto-monnaie, l'objectif principal même de la crypto-monnaie. Ensuite, nous allons voir le mode de fonctionnement d'une crypto-monnaie et enfin nous allons voir les avantages et les limites liées aux crypto-monnaies. Donc premièrement, qu'est-ce que c'est qu'une crypto-monnaie? Une crypto-monnaie, c'est une monnaie numérique virtuelle et qui est obtenue par le moyen de la cryptographie et qui fonctionne sur la base d'Internet. La cryptographie, c'est simplement un procédé informatique utilisant des codes complexes pour extraire une valeur virtuelle. Alors la crypto-monnaie étant virtuelle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas visible à l'œil nu et elle n'a pas en fait de support physique, voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pièce ou bien il n'y a pas un billet qu'on peut prendre et présenter pour dire que c'est de la crypto-monnaie. C'est simplement de façon virtuelle, c'est-à-dire que ça fonctionne en fait dans l'internet simplement. Alors, parlant de l'historique des crypto-monnaies, d'abord, il faut noter que l'histoire nous apprend qu'en 1989, un individu du nom de David Schoma avait créé la première crypto-monnaie, voilà, qu'il avait bâtie au nom de son entreprise qui était DigiCash. Mais malheureusement, cette initiative de David Schoma n'a pas prospéré dans le temps. Et c'est en 2008-2009 qu'avec une crise qui aurait frappé le monde, voilà, et une crise financière notamment, c'est suite à cette crise qu'un individu ou groupe d'individus du nom anonyme de Satoshi Nakamoto aurait tenté encore de créer la crypto-monnaie. Et c'est de là que il a mis en place d'abord ce qu'on appelle la blockchain. Voilà, et c'est sur la blockchain qu'il a miné la première crypto-monnaie, qu'il a miné le premier bloc qui s'appelait Genesis Block et qui a évolué, voilà, pour donner le nom de Bitcoin. Donc, Satoshi Nakamoto a mis en place d'abord la blockchain qui est simplement une base de données numériques, une chaîne de blocs et qui est constituée de plusieurs réseaux d'ordinateurs situés à des endroits différents et donc qui sont liés par des codes informatiques assez complexes. Et les internautes nous apprennent que Satoshi Nakamoto, après avoir créé ou miné le premier bloc qui s'appelait Genesis Block, et qui a évolué pour donner le nom de Bitcoin, aurait laissé entendre une phrase qui quand même est frappante et qui est celle-ci: le conseiller est à un rendez-vous avec le deuxième sauvetage de la banque. Puisque l'histoire nous apprend que pendant cette période de crise financière, alors les gens qui avaient déposé leurs fonds auprès des institutions financières, notamment les banques, avaient toute la difficulté en fait à entrer en possession de leurs fonds parce que non seulement il y avait la rareté en fait voilà, de l'argent, mais en plus également voilà, il y avait quelques difficultés voilà, liées en fait à cette rareté d'ailleurs et pour obtenir en fait leurs fonds. Et donc Satoshi Nakamoto a fait savoir que c'était vraiment une révolution totale, voilà, et cette révolution allait permettre simplement en fait aux gens de pouvoir faire des échanges en peer-to-peer, c'est-à-dire de personne en personne, sans avoir besoin d'un intermédiaire, sans avoir besoin en fait d'un tiers. Et donc c'est sur cette idée que Satoshi Nakamoto a bâti la blockchain et a mis en place également la monnaie numérique qui s'appelle la crypto-monnaie. Donc le but fondamental de la crypto-monnaie, c'est de permettre à au moins deux individus, par exemple, voilà, de faire des transactions sans pour autant passer par un autre tiers. Si par exemple deux individus veulent faire une transaction, alors ils peuvent le faire en fait sans pour autant avoir besoin d'une banque ou sans pour autant avoir besoin en fait d'une institution financière. Donc c'est-à-dire que ça fonctionne en fait de façon décentralisée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas en fait d'institution physique voilà, qui représente le siège d'une crypto-monnaie. Donc, à quoi sert concrètement une crypto-monnaie? Premièrement, une crypto-monnaie sert de moyen d'échange, c'est-à-dire qu'on peut utiliser la crypto-monnaie pour voilà, échanger contre un autre bien, c'est-à-dire pour acheter en fait un autre bien, par exemple une formation, pour acheter par exemple un livre, on peut utiliser la crypto-monnaie pour acheter un véhicule, pour acheter de l'eau, pour acheter une maison,
Voilà, donc, et comme dans le monde classique des échanges, ou bien comme dans le monde classique en fait, de la finance, où on peut utiliser en fait la devise locale pour simplement échanger contre un autre bien. Voilà, il en est de même que la crypto-monnaie. Alors, deuxième utilité capitale qu'on peut attribuer à la crypto-monnaie est qu'elle peut servir également de réserve de valeur. Alors, on sait que dans le monde classique, lorsqu'on détient par exemple un bien difficilement transportable, voilà, supposez quelqu'un qui dispose en fait 100 chèvres, qui possède 100 chèvres et qui doit en fait les transporter, voilà, d'un lieu X à un lieu Y. Alors, s'il ne dispose pas d'un moyen de déplacement assez conséquent pouvant transporter les 100 chèvres, alors l'alternative sera de liquider, c'est-à-dire de vendre ces 100 chèvres pour les convertir simplement en cash qui sera facilement transportable. Ou il peut même peut-être stocker en fait ces cash-là dans une banque et utiliser juste voilà, une carte numérique qui loge en fait bien entendu son cash, voilà, où il peut se promener avec facilement. Et donc la crypto-monnaie aussi peut être utilisée pour préserver de la valeur, surtout par exemple dans une situation économique un peu difficile où peut-être la monnaie locale peut peut-être perdre de la valeur ou bien peut être influencée par des mouvements, voilà, extérieurs. Alors on peut utiliser la crypto-monnaie pour en fait voilà, se servir de base de réserve de valeur, c'est-à-dire qu'on peut par exemple vendre ses biens, voilà, qui ne peut-être pèsent plus en monnaie locale et les convertir en crypto-monnaie qui elle quand même fluctue et de ce fait on peut de jour au lendemain, voilà, récolter des gains. Alors, troisième utilité fondamentale, qui couvre d'ailleurs toutes les autres utilités et qui est beaucoup convoitée également par presque tous ceux qui rentrent dans la sphère cryptographique, c'est l'utilité d'investissement. Alors, il faut noter que la valeur d'une crypto-monnaie varie d'un instant à un autre et cela suite à certains facteurs. Et donc, on peut acheter de la crypto-monnaie, voilà, à un bas prix et la revendre à un prix un peu plus élevé dans un temps donné. Et donc, ce phénomène fait en sorte que la crypto-monnaie est plus utilisée ou est plus vue en fait comme un moyen d'investissement. Donc, parlant des caractéristiques d'une crypto-monnaie, il faut savoir que premièrement, la crypto-monnaie est caractérisée par son aspect virtuel, c'est-à-dire qu'elle n'est pas visible à l'œil nu, donc elle fonctionne simplement, voilà, sur Internet. Deuxièmement, la crypto-monnaie est caractérisée par son aspect volatile, c'est-à-dire que la valeur d'une crypto-monnaie, voilà, à l'origine n'est pas forcément égale à cette même valeur lorsque le temps varie, lorsque le temps passe. Et cela est dû simplement à la loi de l'offre et de la demande. Si par exemple, il y a plus de demandes en fait liées à une crypto-monnaie, naturellement, son prix va connaître une hausse. Et à l'inverse, si l'offre est plus importante que la demande, naturellement, son prix va baisser également. Donc, la crypto-monnaie est une monnaie volatile en termes de prix ou en termes de valeur. Autre caractéristique qu'on peut donner à la crypto-monnaie est qu'elle est limitée, voilà, en quantité de pièces depuis sa création. C'est-à-dire que lorsqu'on crée une crypto-monnaie à l'origine, alors la quantité de pièces en fait, de cette crypto-monnaie est limitée. Par exemple, Bitcoin, qui peut être considéré comme la première crypto-monnaie mise en place par Satoshi Nakamoto, est à l'origine de 21 millions de pièces existantes. Donc la quantité totale de pièces de Bitcoin qu'on pourrait miner est à hauteur de 21 millions de pièces. Et cela facilite souvent sa rareté parce que il suffit qu'on s'intéresse à Bitcoin et naturellement sa quantité va baisser, voilà, et donc le prix va hausser naturellement. Alors comme caractéristique, on peut aussi dire que la crypto-monnaie est difficilement falsifiable. Pourquoi difficilement falsifiable? Parce que étant basé sur le moyen de la cryptographie et fonctionnant en fait sur la blockchain, voilà, au moyen d'internet, alors c'est un procédé vraiment assez complexe et par lequel on est passé en fait pour extraire de la valeur et de ce fait pour pouvoir en fait falsifier de la crypto-monnaie, cela ne sera pas facile en ce sens que c'est logé en fait dans plusieurs ordinateurs, donc un réseau d'ordinateurs, et pour le faire en fait à un niveau donné, il va falloir en fait modifier, voilà, ce qu'on voudrait en fait changer, voilà, à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau de chaque ordinateur donné. Donc cela complique souvent la tâche, voilà, si on décide par exemple
de modifier voilà, une valeur ou bien de modifier en fait une information au niveau d'une crypto-monnaie. C'est la raison pour laquelle on dit que la crypto-monnaie est difficilement falsifiable. Alors pour étayer cela, prenons par exemple la famille d'une entité donnée, c'est-à-dire d'un territoire donné par exemple, où un individu X voilà, vient parachuter, disons, un extraterrestre et qui décide en fait de cohabiter avec cette famille et que cette famille lui dit par exemple, alors nous sommes une famille d'une grande entité et de ce fait, pour pouvoir cohabiter avec nous, il va falloir passer dans toutes les familles, supposons que ce territoire-là représente un pays, alors il va falloir passer dans chaque famille, informer de votre présence et également de votre volonté à cohabiter avec nous. Et pour que cela soit possible, il va falloir que premièrement votre information soit acceptée, voilà, valable, afin que vous puissiez maintenant cohabiter avec nous. Alors naturellement, la tâche à mener sera assez complexe et cet individu risque d'abandonner en tout cas voilà, le processus de cohabitation qu'il avait entamé premièrement. Prenons également un autre exemple pour comprendre un peu pourquoi la crypto-monnaie est difficilement falsifiable. Alors supposons une chaîne de vélo qui est constituée de plusieurs chaînons naturellement et qu'on décide de placer entre ces chaînons de vélo un chaînon de la chaîne d'une moto. En ce moment, le processus sera un peu complexe parce que non seulement ces chaînons-là n'ont pas les mêmes dimensions, ils n'ont pas non plus les mêmes forces et donc vouloir insérer ou vouloir voilà, et faire en sorte que le chaînon d'une moto puisse être entre les chaînons de la chaîne d'un vélo, cela sera vraiment compliqué. Il n'y a que peut-être deux alternatives. Soit on décide d'avoir plusieurs chaînons de moto voilà, qu'on va remplacer par chaque chaînon de vélo, ou bien on décide de faire dilater, c'est-à-dire de faire fondre en fait le chaînon de la chaîne de moto pour le rendre sous la forme en fait voilà, de chaîne de vélo, c'est-à-dire que pour constituer en fait la chaîne de vélo. Donc vous voyez qu'en ce moment ça sera juste une substitution au lieu de prétendre placer entre les chaînons de vélo un chaînon de moto. Supposons que les chaînons de vélo voilà, disposent en fait d'un moyen de communication. À chaque instant qu'on va placer en fait un chaînon de moto entre deux chaînons de vélo, ça va sauter, c'est-à-dire que ça va dire simplement que nous ne reconnaissons pas par exemple ce chaînon-là dans notre lignée ou bien dans notre chaîne en fait, et par conséquent il ne peut pas en fait cohabiter avec nous, il ne peut pas rester en fait entre nous. Donc pour le faire, il va falloir que voilà, il se passe en fait à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau de tous les chaînons, voilà, pour prétendre en fait être maintenant parmi nous. Et en ce moment, ça sera simplement en fait une substitution que vous allez en fait faire. Donc c'est à peu près de cette même façon que fonctionne la blockchain. C'est-à-dire que si jamais on crée une crypto-monnaie sur la blockchain et que voilà, une information nouvelle vient vouloir peut-être détériorer en fait, ou bien vient vouloir voilà, se greffer aux informations qu'on a rassemblées pour en fait créer une crypto-monnaie. Alors naturellement, au niveau de chaque réseau, alors il y aura en fait un rejet, c'est-à-dire que il y aura en fait cette non-reconnaissance voilà, de cette nouvelle information qui voudrait en fait s'ingérer dans la blockchain d'une crypto-monnaie. Et donc, ça rend en fait la tâche complexe, voire fastidieuse. Donc, ce qui fait qu'on peut dire que la crypto-monnaie est difficilement, voire presque voilà, impossible à être falsifiée. Donc, comment fonctionnent maintenant les crypto-monnaies? D'abord, il faut comprendre que, étant donné que c'est une monnaie virtuelle qui est numérique, alors elle est logée dans des applications qu'on appelle couramment exchange ou échangeur dans le jargon cryptographique. Donc, premièrement, lorsqu'une crypto-monnaie est créée, voilà, on peut la trouver soit sur un site, voilà, c'est-à-dire que les développeurs peuvent en fait décider de faire en sorte qu'on puisse trouver cette crypto-monnaie sur un site, bien entendu Internet, voilà. Et deuxièmement, on peut aussi trouver en fait cette crypto-monnaie dans une plateforme, c'est-à-dire sur une application, voilà, qu'on appelle Exchange, comme je l'ai dit. Et il y a quand même certaines commodités en fait qui sont attribuées voilà, à telle ou telle crypto-monnaie. La première commodité ou le premier élément en fait fondamental qu'on attribue en fait à une crypto-monnaie, c'est ce qu'on appelle le smart contract ou bien une adresse. Et ce smart contract ou bien adresse est constitué de plusieurs lettres et de plusieurs chiffres et c'est ça qui forme en fait
si vous voulez, le numéro en fait de la crypto-monnaie. Donc, c'est l'identité en réalité de la crypto-monnaie. C'est par là qu'on peut reconnaître en fait l'authenticité de la crypto-monnaie. Ensuite, lorsque on loge en fait la crypto-monnaie dans une application, il y a ce qu'on appelle également le projet, voilà, ou bien le plan en fait sur lequel voilà, on a bâti la crypto-monnaie, c'est-à-dire si vous voulez la feuille de route que doit suivre en fait la crypto-monnaie. Donc c'est à travers ce projet ou bien ce plan qu'on appelle dans le jargon white paper qu'on peut trouver des informations qui disent par exemple que cette crypto-monnaie évolue dans ce secteur et peut-être son utilité c'est d'apporter une amélioration en fait à tel ou tel secteur. Ça peut être le secteur de l'industrie, le secteur même de la blockchain en général, voilà, le secteur en fait d'une entreprise quelconque, voilà. Et par exemple, si vous prenez une entreprise comme Tesla, voilà, et donc une crypto-monnaie peut être créée et donc la feuille de route c'est d'améliorer par exemple le secteur voilà, de l'immobilier ou bien d'améliorer en fait le secteur du tourisme ou bien sûr le secteur de l'aviation. Ça, ce sont simplement des exemples de secteurs sur lesquels en fait une crypto-monnaie peut dresser en fait sa feuille de route. Toujours dans son mode de fonctionnement, prenons le cas de la valeur, c'est-à-dire le prix d'une crypto-monnaie. Alors le prix de la crypto-monnaie n'est pas fixé en fait par un individu ou bien n'est pas manipulé en fait par un individu. C'est vrai qu'avant tout, ce sont des gens en fait qui développent une crypto-monnaie voilà, par des moyens informatiques assez complexes. Mais le prix en fait évolue ou bien est fixé en fait par la loi de l'offre et de la demande. Prenons par exemple une dame qui vend ses galettes au marché. Si elle se rend compte qu'il y a assez de demandeurs de galettes autour d'elle, si à l'origine une galette coûtait 5 francs, alors la dame va dire la galette n'est plus à 5 francs, mais une galette coûte maintenant 10 francs. Par contre, si la dame, une fois arrivée au marché avec ses matériels de galettes et tout, et qu'elle se rend compte qu'il y a assez de confectionneuses de galettes, c'est-à-dire qu'il y aura une forte offre en fait de galettes, en ce moment, et elle peut peut-être décider voilà, d'observer un peu comment est-ce que les autres confectionnent leurs galettes, à quel volume, et en ce moment, elle peut décider en fait d'augmenter le volume pour attirer maintenant plus de clients, ou bien elle peut décider de baisser le prix. C'est vrai que dans un marché donné, généralement, le prix des produits en fait est régi quand même par des principes voilà, collégiaux, mais la dame peut décider peut-être voilà, de baisser le prix afin d'attirer en fait plus de la clientèle, afin d'augmenter simplement la demande. Donc, ça fonctionne à peu près en fait de cette même façon dans les crypto-monnaies, c'est-à-dire que plus une crypto-monnaie est demandée sur le marché, plus le nombre de pièces en fait va se raréfier, c'est-à-dire que la quantité de pièces en fait va se raréfier, va diminuer et par ricochet, cela va impacter en fait sur son prix et de façon automatique, étant donné que ça fonctionne en fait sur des applications qui sont programmées par des codes informatiques. Donc, la variation en fait du prix, que ce soit une augmentation ou une baisse en fait, se fait de façon automatique en fonction de la réalité en fait du marché. Alors maintenant, on peut se poser la question, voilà, dans ce mode de fonctionnement-là, comment est-ce qu'on peut avoir en fait une crypto-monnaie ou bien comment est-ce qu'on peut en fait revendre une crypto-monnaie puisque nous parlons en fait de marché. Alors, c'est simple, pour avoir une crypto-monnaie ou bien pour revendre une crypto-monnaie, il faut savoir que le secteur des crypto-monnaies est aussi lié en fait aux moyens classiques d'échange, c'est-à-dire les cartes Visa, les cartes prépayées, Orange Money, Move Money, Wave, voilà, PayPal, Perfect Money. Alors, il y a une interaction entre ces moyens du secteur classique et le secteur de la crypto-monnaie. C'est-à-dire qu'on peut passer par Orange Money pour acheter en fait de la crypto-monnaie. Ça veut dire que quoi? Si par exemple quelqu'un a de la crypto-monnaie qu'elle vend, alors vous allez en fait lui transférer voilà, Orange Money et la personne va vous transférer en fait l'équivalent des crypto-monnaies dans votre wallet ou bien dans votre plateforme. Et si également c'est par Move, donc de toutes les façons, vous allez conclure en fait par quel moyen de paiement ou bien par quel moyen en fait d'achat voilà, que vous voulez en fait procéder. Et donc, on peut passer par tous ces moyens pour acheter de la crypto-monnaie. C'est vrai que de prime abord, ce qui était en fait un peu courant, on essayait en fait de voir voilà, qui vend par exemple de la crypto-monnaie pour acheter avec lui. Mais par la suite, il y a eu des applications, des plateformes qui se sont développées spécifiquement et qui permettent en fait d'acheter ou de vendre de la crypto-monnaie. C'est-à-dire que si vous avez vos crypto-monnaies que vous voulez vendre, alors vous pourrez en fait transférer sur une plateforme donnée et la plateforme qui au préalable en fait contient des codes informatiques qui permettent de générer automatiquement la transaction, va vous transférer en fait votre argent sur votre numéro Orange Money ou bien sur votre carte prépayée ou bien sur votre compte PayPal, ainsi de suite.
Donc, ça fonctionne aussi de façon automatique. Et c'est d'ailleurs cette voie qui est la plus privilégiée parce que acheter avec quelqu'un, ça peut quand même comporter un peu de risque. Et si on ne connaît pas, par exemple, cette personne, voilà, et que c'est de façon virtuelle, par exemple, à travers un groupe WhatsApp ou un groupe Telegram, qu'on voit des publicités, voilà, de vente de crypto-monnaies et qu'on s'adapte en fait à s'y lancer. C'est vrai que ça peut aboutir, mais à l'inverse aussi, ça peut ne pas aboutir parce qu'on ne sait pas qui est derrière en fait à cette publicité. Est-ce qu'elle a de bonnes intentions ou bien est-ce qu'elle a de mauvaises intentions? Alors que les plateformes, une fois qu'elle est conçue, voilà, naturellement, on sait que en fait, c'est une plateforme de crypto-monnaie et une fois que surtout on a des connaissances en la matière, alors on peut facilement aussi savoir en fait si c'est vraiment une bonne plateforme qui offre vraiment des services fluides et limpides en fait aux clients. Donc là, c'est encore plus facile et c'est de façon d'ailleurs instantanée, c'est-à-dire que la transaction se passe en tout cas dans un laps de temps, et comparativement à une personne où peut-être il va falloir attendre que la personne se connecte ou bien il va falloir en fait et voilà, et avoir la personne même d'abord en ligne pour savoir que en fait il est opérationnel avant de procéder en fait à l'achat. Alors qu'en fait dans les plateformes, voilà, c'est de façon automatique. Là, c'est vraiment une voie très privilégiée en fait dans les échanges cryptographiques. Alors, il faut aussi noter que dans le procédé d'achat-vente, il y a même des plateformes des crypto-monnaies actuellement qui développent leur propre initiative et qui mettent à la disposition des clients ce qu'on appelle des cartes magnétiques qui permettent d'acheter ou de vendre en fait de la crypto-monnaie directement. Et là, c'est encore plus intéressant parce que avant de détenir une carte, il y a en fait des codes, des mots de passe et tout. Et là, ça permet vraiment de réduire le risque voire jusqu'au niveau zéro. Il faut aussi noter qu'il y a des plateformes qui mettent en place en fait des processus, voilà, et qui permettent en fait à des particuliers de déposer leurs crypto-monnaies et de les proposer en vente ou bien en achat. Et en ce moment, lorsque vous rentrez en fait dans ces plateformes-là, alors vous allez remarquer des principes ou bien vous allez prendre connaissance en fait des conditions, voilà, d'échange et en ce moment vous pourrez passer en fait par ce processus-là pour soit acheter ou bien pour vendre en fait vos crypto-monnaies. Pour dire que lorsqu'il s'agit en fait de faire une transaction avec une personne physique, voilà, qui est à l'autre bout du monde, alors cela souvent suscite quand même une petite attention, voilà, parce que il y a quand même plus de risques du fait qu'on ne connaît pas peut-être de prime abord la personne. Mais lorsqu'il s'agit en fait d'une plateforme donnée qui est conçue et qui est connue en fait par tous comme moyen de transaction cryptographique, en ce moment on peut dire que ça limite franchement les risques et c'est ça qui rend d'ailleurs le secteur encore plus important et plus évolutif. Donc nous allons voir maintenant les avantages et les limites liées aux monnaies numériques. Alors, comme avantage, on peut d'abord voir l'aspect décentralisé. Du fait que pour échanger d'une crypto-monnaie à un bien ou bien d'une crypto-monnaie à une autre crypto-monnaie, on n'a pas besoin de passer en fait par un tiers, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin en fait d'une institution physique. Alors là, vraiment, ça facilite déjà le processus de transaction. Et donc, cet aspect décentralisé de la crypto-monnaie peut être perçu directement comme un avantage dans l'évolution de la sphère financière en général. L'autre avantage, c'est la rapidité et la fluidité dans les transactions. C'est-à-dire que pour faire une transaction cryptographique, alors le temps que ça va vous prendre sera tellement minime par rapport en fait à une transaction classique que cela vraiment rend le secteur encore plus dynamique et plus important. Également, il y a la transparence dans les transactions. Quand on décide en fait de faire ces échanges sur des plateformes ou bien même voilà, en passant par exemple par une adresse contrat ou bien en passant par peut-être un QR code, là ça devient vraiment plus transparent et plus fluide également. On peut aussi citer la possibilité qu'on a en fait de suivre ces fonds de jour à jour. Lorsque vous disposez en fait une crypto-monnaie, voilà, peu importe la quantité et peu importe également la valeur, vous la surveillez et c'est vous qui décidez en fait de la sortie et de l'entrée en fait d'une crypto-monnaie dans votre wallet. Alors un autre avantage aussi, c'est la possibilité qu'on a de faire une transaction sur un montant très important comparativement au secteur classique où peut-être lorsque vous êtes affilié à une banque ou bien vous êtes affilié par exemple à une institution financière de façon générale, vous ne pourrez pas peut-être sortir ou bien faire entrer en fait une certaine quantité en un coup, alors que dans les crypto-monnaies, on peut le faire sans problème. C'est vrai que parlant des plateformes, il y a ce qu'on appelle les plateformes centralisées et décentralisées. Si par exemple vous les installez dans votre mobile phone ou dans votre ordinateur, alors
vous êtes le premier et le seul responsable de son fonctionnement. Vous êtes en fait responsable des fonds qui s'y trouvent. Donc, vous avez la possibilité en fait de faire ce que vous voulez avec vos fonds parce que l'application est purement décentralisée. À l'inverse, il y a ce qu'on appelle les applications centralisées, c'est-à-dire qui ont besoin quand même et souvent d'une certaine identité, voilà, de son client, et ce qu'on appelle le KYC, ça veut dire Know Your Customer, et connaître son client. Donc à partir du KYC, l'application centralisée connaît en fait qui fait quoi dans cette application et quel est en fait voilà, l'objectif de telle ou telle personne qui arrive en fait sur cette application là. Et donc en ce moment, on peut dire aussi que c'est aussi un avantage parce que ça limite quand même en fait quelques dégâts parce qu'il y a à la base en fait une surveillance, il y a à la base en fait des données qui vous sont liées, voilà, et qui permet en fait aux développeurs de la plateforme de savoir qu'à cet instant telle personne a fait tel échange et voilà peut-être voilà, et si jamais on se rend compte que peut-être l'échange qui a été effectué était en fait pour un but un peu voilà, malsain ou quoi que ce soit, alors facilement on peut retracer en fait pour trouver cette personne-là. Donc là aussi, on peut dire que peut-être il y a juste une petite limite, mais après quoi, c'est quand même pour la sécurisation en fait de tous les clients. Également, les transactions dans le temps est illimité. C'est-à-dire que quoi? Que ce soit à 1h du matin, 0h, que ce soit à n'importe quel moment, à n'importe quelle période, que ce soit des jours fériés, dimanche, samedi, il n'y a pas de jour férié en fait dans la sphère cryptographique. Donc, ce n'est pas comme par exemple dans le système classique où si vous êtes par exemple dans un besoin urgent, voilà, et que vous avez par exemple vos fonds auprès d'une banque, si vous n'avez pas par exemple une carte magnétique, il vous sera vraiment compliqué voilà, d'accéder en fait à vos fonds. Il va falloir attendre un jour ouvrable pour pouvoir faire l'opération de retrait. Par contre, dans les crypto-monnaies, cela ne peut pas arriver parce que les crypto-monnaies fonctionnent de jour à jour. Les plateformes cryptographiques fonctionnent tous les jours et cela vous permet facilement en fait, de faire les transactions, que ce soit un jour non ouvrable, que ce soit un dimanche. Voilà, et peu importe en fait l'heure, vous pourrez faire des transactions cryptographiques. Alors, parlant maintenant des limites, il faut savoir que c'est vrai qu'on a dit que Satoshi Nakamoto, c'est un individu ou un groupe d'individus voilà, qui a été à la base quand même de cette révolution, il allait dire, de la sphère financière. Certes, on ne connaît pas en fait son identité, mais il faut noter quand même que dans chaque œuvre humaine, voilà, il y a quand même des imperfections ou bien il y a quand même des limites. Comme limite liée aux crypto-monnaies, il y a d'abord l'aspect virtuel. C'est vrai que c'est une caractéristique, c'est-à-dire qu'à la base, on a décidé que la crypto-monnaie soit virtuelle, soit non visible à l'œil nu, n'ayant pas en fait de support tangible, physique, c'est-à-dire que pas de billets, pas de pièces. Mais c'est quand même en fait une caractéristique qui constitue en même temps une limite dans un monde où on est habitué en fait à voir quelque chose comme ça de façon palpable pour pouvoir croire, pour pouvoir élever sa confiance à cette chose-là. Alors, ça ne facilite pas en fait la compréhension du concept, ça ne facilite pas voilà, l'intégration même en fait de la crypto-monnaie dans le secteur de la finance ou dans le secteur de l'économie. Une autre limite fondamentale qu'on peut relever en fait de la crypto-monnaie, c'est simplement le fait qu'elle fonctionne sur la base d'Internet. C'est-à-dire que au cours d'une période donnée ou bien dans un lieu donné, s'il n'y a pas de connexion, voilà, s'il n'y a pas par exemple la possibilité d'accès en fait à l'Internet, alors il sera vraiment compliqué en fait voilà, d'utiliser de la crypto-monnaie. C'est vrai que ça peut être une limite passagère en ce sens qu'avec le temps, on pourrait pourquoi pas arriver à une situation où on n'a plus besoin forcément en fait, de la connexion pour utiliser de la crypto-monnaie, comme par exemple ce qu'on constate au niveau de Orange Money, Move Money, où on n'a pas besoin forcément de la connexion. Mais cela étant encore à cet instant, alors ça constitue quand même une toute petite limite. C'est vrai que l'Internet en fait est disponible partout, mais les commodités ou du moins les moyens qu'il faut mettre en place pour capter cet Internet, pour avoir accès à l'Internet qui est quelque chose de vulgaire, alors là ça devient encore plus compliqué si on ne dispose pas en fait de ces moyens et par ricochet on ne pourra pas peut-être utiliser de la crypto-monnaie. Donc dans les zones périphériques ou bien dans certains pays ou dans certaines localités où l'Internet est encore un truc centré, c'est-à-dire que l'accès à Internet n'est possible que peut-être dans des grandes villes, voilà. Alors en ce moment, ceux qui sont en fait au niveau des périphéries,
peuvent ne pas même peut-être entendre parler de crypto-monnaie à plus forte raison de comprendre comment est-ce que ça fonctionne parce qu'ils n'ont pas accès par exemple à l'internet ou bien aux commodités en fait qui peuvent leur permettre d'avoir accès à la connexion. Alors ils peuvent être coupés de ce système financier là. Autre limite qu'on peut relever également de la crypto-monnaie, c'est la presque irréversibilité en fait au bout d'une transaction cryptographique. Alors, c'est-à-dire que la blockchain étant un réseau d'ordinateurs donc décentralisé, si vous faites une transaction et que peut-être par méga, voilà, une donnée est fausse ou bien vous êtes trompé en fait de destinataire, il sera difficile, voire presque impossible voilà, de retourner en arrière pour faire une réclamation parce qu'il n'y aura pas en fait d'institution envers laquelle vous allez passer en fait pour faire votre réclamation. Donc, vous serez simplement en fait le seul responsable de cette fausseté en fait qui a eu lieu au cours de la transaction. Parce que dans presque tous les secteurs, il y a ce qu'on appelle en fait la prudence ou l'attention. Voilà, c'est-à-dire que si on veut faire par exemple une opération ou bien un échange, il faut prêter beaucoup d'attention en fait voilà, au processus pour ne pas quand même produire en fait des erreurs. Alors l'autre aspect aussi lié à la crypto-monnaie qui peut être vu comme limite, c'est peut-être l'aspect volatilité en fait de son prix. Et là, ça, comme je l'ai dit, il y a quand même certaines limites qui peuvent être un peu passagères du fait que ce n'est pas lié en fait à la base même de la crypto-monnaie, mais c'est lié simplement voilà, à celui qui utilise en fait la crypto-monnaie. Et parce que la volatilité fait qu'il y a des gens qui tombent en fait à bras levés sans aucune connaissance et sans aucune maîtrise et qui peut-être ayant entendu parler de crypto-monnaie et qui pensent que peut-être c'est un secteur voilà, florissant ou bien c'est un secteur en fait qui peut vraiment résoudre en fait leurs problèmes, voilà, ils tombent à bras levés et donc ils passent à côté. Ils passent à côté dans quel sens? Parce que si vous rentrez en fait dans le secteur des crypto-monnaies en tant qu'investisseur, c'est-à-dire que de prime abord, votre idée, c'est d'acheter à un bas prix pour revendre en fait à un prix un peu plus élevé. C'est comme par exemple quelqu'un qui achète en fait des chèvres voilà, dans un marché donné et qui revend en fait dans un autre marché, ou même qui attend que le prix en fait d'une chèvre dépasse son prix d'achat pour pouvoir la revendre en fait et espérer avoir des rentes ou des bénéfices. Donc c'est à peu près de cette même façon. Si vous rentrez en fait dans la sphère cryptographique sans grande connaissance et que vous voulez en fait utiliser voilà, cette volatilité là pour jouer au jeu d'investisseurs, naturellement, cette volatilité peut se retourner un peu contre vous parce que si jamais vous achetez à un prix un peu plus élevé, alors que vous aurez dû en fait acheter à un prix bas pour le revendre en fait à un prix élevé, sachez que lorsque le prix d'une crypto-monnaie atteint un niveau donné, il y a ce qu'on appelle la correction que ça doit en fait recevoir ou bien que ça doit connaître, c'est-à-dire que le prix va peut-être soit stagner à un niveau donné ou bien baisser encore pour atteindre un certain niveau, passer peut-être une période donnée, voilà, avant peut-être de reprendre l'envol. Et en ce moment, si vous n'êtes pas peut-être prêt à attendre ou bien si vous avez dû investir ces fonds que vous n'aurez pas dû peut-être tout investir, alors naturellement vous pourrez en fait blâmer le secteur pensant qu'en réalité voilà vous avez été dupé ou bien vous avez été en fait flatté alors qu'en réalité peut-être c'est votre manque d'information, c'est votre manque de formation qui vous a induit en fait voilà, dans cette erreur. C'est-à-dire que c'est votre manque d'information qui vous a fait subir simplement en fait le coût de la volatilité de la crypto-monnaie. Raison pour laquelle de prime abord il faut en tout cas une information voilà, vraie. Il faut également de la formation qui va vous permettre en tout cas de comprendre pratiquement comment est-ce que ça fonctionne. Et ainsi, je crois que cette volatilité peut ne plus être vue en réalité comme une limite parce que là, ça ne dépend que simplement de l'utilisateur et non pas du concept sur lequel en fait est fondée la crypto-monnaie. Une autre limite aussi qu'on peut citer en lien avec la crypto-monnaie, c'est le fait qu'elle a été créée sans une base institutionnelle physique. Et de ce fait, n'importe qui peut rentrer, voilà, soit avec de très bonnes intentions, c'est-à-dire compter en tout cas, voilà, améliorer le secteur de la crypto-monnaie. À l'inverse, quelqu'un aussi pourrait rentrer, voilà, à bras levés du fait que ce n'est pas contrôlé, du fait que ce n'est pas régulé. Et donc, il rentre peut-être dans l'intention aussi de se cacher en fait derrière ce système pour produire des actes un peu ignobles. Et là, c'est une limite, mais tout compte fait, comme je l'ai dit,
il y a quand même des limites un peu passagères, en ce sens que si nous prenons ce cas-ci, alors avec le temps, et si la crypto-monnaie arrive à être comprise par la majorité et surtout par les autorités de tel ou tel pays, naturellement, en fait, il peut avoir le processus de régulation. Et dans ce cas-ci, alors on pourra trouver des voies et moyens pour quand même limiter un peu voilà, et ces conséquences un peu négatives. Et d'autant plus que, comme je l'ai mentionné ici haut, alors il y a déjà des plateformes voilà, qui passent en fait par des vérifications d'identité de leurs clients avant maintenant de leur permettre en fait d'utiliser voilà, la crypto-monnaie sur les plateformes. Et de ce fait, si vous êtes déjà fait enregistrer avec toutes les identités faciales et tout, alors naturellement, vous ne pouvez que opérer quand même sainement sans pour autant prétendre en fait mener un acte maléfique ou bien un acte en fait indécent qui pourrait aller à l'encontre même du but principal de la crypto-monnaie. Donc, ce manque de régulation peut être de prime abord vu comme une limite, mais en attendant, on peut penser ou on peut espérer qu'avec le temps, ça sera balayé parce que quand on va trouver en tout cas des moyens qui pourront vraiment permettre de révolutionner, alors ça pourra bien aller. Alors, pour aussi extraire de la crypto-monnaie, il faut aussi noter que souvent on a besoin en fait d'assez d'énergie et de ce fait, ça peut constituer juste une toute petite limite voilà, et qui ne facilite pas, du fait que cela ne facilite pas en fait son intégration ou son acceptation parce que il semblerait que dans certaines zones, par exemple, voilà, on perçoit que extraire par exemple un bitcoin ou bien extraire par exemple une crypto-monnaie donnée, alors exige quand même une certaine énergie assez puissante. Voilà, donc on voit cela en fait comme un processus assez énergivore. Et donc ça perturbe un peu voilà, l'acceptation ou bien l'intégration en fait des crypto-monnaies. Mais comme je l'ai dit, ce sont des choses un peu passagères parce que quand on aura compris que vraiment c'est un secteur qui peut quand même contribuer à révolutionner voilà, le secteur de la finance en général, alors on pourrait peut-être trouver des voies et moyens qui vont permettre en fait d'avoir de la crypto-monnaie peut-être à moindre coût, c'est-à-dire que le coût d'exploitation en fait voilà, et qui permet en fait d'aboutir à une crypto-monnaie et donc cela pourrait peut-être réduire facilement voilà, et on pourrait s'accorder sur la nécessité de laisser la crypto-monnaie suivre également son cours naturellement. Et voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo et je voudrais vous rappeler une fois de plus que ces informations n'ont pas pour but d'inciter ou bien ne constituent pas des conseils d'investissement dans les crypto-monnaies. Mais avant de se quitter, alors je voudrais vous informer que nous avons un groupe WhatsApp dans lequel nous partageons assez d'informations et fréquemment sur les monnaies numériques, donc les crypto-monnaies. Alors, je vous laisserai dans la description le contact qui vous permettra de nous rejoindre dans ce groupe. Également, nous organisons des formations pratiques qui peuvent se passer en virtuel ou bien en présentiel. Et donc, si vous êtes intéressé, alors vous pourrez nous contacter. Et si le contenu de cette vidéo vous a été bénéfique, alors vous pourrez vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu et également à partager au maximum la vidéo pour permettre à d'autres personnes d'avoir connaissance du concept général des crypto-monnaies. Donc cela pourrait permettre aussi, voilà, soit de prendre une bonne distance avec des raisons bien valables parce qu'on a compris quand même comment est-ce que ça fonctionne, ou soit quand même de s'y intéresser, mais avec également plus de précautions, plus de prudence et plus de connaissances quand même, voilà, ce qui va quand même limiter les risques liés en fait aux crypto-monnaies. Et je vous invite également à laisser vos commentaires à partir desquels on pourra requérir vos avis et vos besoins pour produire des contenus encore plus avancés dans le secteur. Merci et à bientôt. Bye.